Bonjour, bienvenue à l'émission Introspection. Dans quelques instants, j'aurai le plaisir d'accueillir Laurent Collet-Billon. Alors Laurent Collet-Billon, c'est une personnalité incroyable. Il a été directeur général de la DGA, il a conseillé des ministres de la Défense, il est aujourd'hui au conseil d'administration des plus grands groupes industriels et ça va être vraiment extrêmement passionnant d'écouter ce que cet homme exceptionnel a à nous dire. À tout de suite. Laurent Collet-Billon, bonjour. Bonjour Lucille Léjonquière. Merci d'avoir accepté mon invitation parce que je suis très très heureuse, un, de vous recevoir et deux, de donner la possibilité aux gens qui nous écoutent de mieux vous connaître. Je suis très heureux de participer également en tout cas. Vous êtes un haut fonctionnaire, vous avez travaillé dans la défense toute votre vie. Et aujourd'hui, évidemment qu'on va parler du secteur de la défense, qui reste un secteur méconnu pour beaucoup. Et puis on va parler de l'homme que vous êtes, du père, de l'époux et du grand sportif. Alors on va commencer il y a quelques années, c'était hier, lorsque vous étiez un petit garçon. Où étiez-vous? Que faisiez-vous? Étiez-vous heureux? Alors, je suis né dans une famille dont mon père était ingénieur militaire déjà, donc je suis né il y a un atavisme. À Paris, mais pour rejoindre tout de suite le lieu d'affectation de mon père, qui est Vernon, où il y avait un établissement de ce qui deviendra plus tard la délégation générale pour l'armement, un établissement donc d'ingénieurs militaires en gros, et j'ai passé de 0 à 11 ans de ma vie à Vernon. C'était une vie extrêmement heureuse, très facile, collège César-Lemaître, des tas de copains, enfin c'était la campagne, donc c'était absolument merveilleux. À 11 ans, déménagement lié à une nouvelle affectation de mon père, qui rejoint un nouveau service technique qui s'occupe de ce qu'on appelle à l'époque des engins balistiques, ce qui deviendra les missiles stratégiques à un certain moment. Et donc j'atterris en région parisienne, très exactement à Arcueil. Ah oui. Arcueil, c'est le lycée La Canale pour moi, où je fais mes études secondaires, y compris une petite partie de classe préparatoire en maths sup. Voilà. Et c'était un peu mon père ce héros, vous vouliez faire Pas du tout. J'avais une perception assez sévère de mon père. Nous étions une famille nombreuse, 8 enfants, donc tout ça a été très organisé par ma mère, quelque part, bien davantage que mon père sur le plan de la vie pratique et d'un certain nombre de choses. Mon père s'occupait de vérifier les résultats scolaires de la SMALA assez régulièrement, avec des jugements assez lapidaire parfois, ne comprend rien aux maths, ne fera jamais rien. Ah oui, comme quoi ça ne veut rien dire. Voilà, mais tout ça a été au fond assez heureux. Le lycée La Canale m'a permis de découvrir le rugby parce que nous avions des professeurs d'éducation physique et sportive, c'était le nom de l'époque, qui étaient tous des spécialistes du rugby et qui sont tous devenus entraîneurs de club à l'issue. Oui, et puis c'est quelque chose qui a marqué votre vie, je crois. Ah oui, tout à fait. J'ai pris le virus à ce moment-là. Et alors, vous avez rejoint un club vous-même? D'abord, la pratique dans le milieu scolaire, les compétitions scolaires, y compris le championnat de France. Et puis, j'ai rejoint, au moment où j'ai quitté le lycée, j'ai rejoint un club qui était Antony Sport, pas très loin de Sceaux, où est le lycée La Canale, voilà, et où étaient d'ailleurs mes condisciples de La Canale, foncièrement. Et c'est une passion pour vous, ce rugby? Ça a accompagné votre vie? Elle continue aujourd'hui encore. Et ça continue. Je crois que vous êtes reparti sur une civière plusieurs fois. Donc, jamais. Non, jamais. Non, ah bon, alors, mon nez a simplement fait plusieurs voyages d'un bout à l'autre du visage, mais ça, oui. C'est assez habituel, surtout dans les postes que j'occupais. J'ai d'ailleurs un excellent ami qui partage la même passion et qui occupait à peu près les mêmes postes que moi. C'est Marwan Laoud, qui est du même milieu également. J'espère que vous aurez l'occasion de le rencontrer parce que c'est un personnage également. C'est prévu, c'est prévu. Donc après le lycée, qu'est-ce qui se passe? Le rugby continue Alors le rugby continue, bien sûr, mais ce qu'il faut dire, c'est que mon père tenait absolument à ce que je devienne médecin à l'issue de mes études secondaires. Moi, je n'étais absolument pas décidé à devenir médecin pour des tas de raisons. Enfin, je ne sentais pas très bien ce métier, en tout cas, même si je le trouve éminemment respectable. Et donc, un peu par hasard, j'entre en classe préparatoire. Voilà, maths sup, au lycée de La Canale, toujours. Et puis, le prof de maths a ses entrées à Louis-le-Grand, et à la fin de l'année, il me dit, ben voilà, ton cas est réglé,
faire maths spé à Louis-Grand. Donc je suis parti à Louis-Grand faire maths spé. Bon, c'est ce qui a donné. Pire comme lycée. Voilà. C'était assez sympa aussi. Je dois dire que j'ai trouvé la vie en classe préparatoire plutôt agréable, mine de rien. C'est une vie assez austère et disciplinée, mais au fond, ça a son mérite. Ouais, ça a son mérite. Je continuais à jouer au rugby pendant ce temps-là, donc je trouvais que les choses se réunissaient assez bien, quelque part. C'est peut-être une soupape pour quand même supporter... Il peut y avoir de ça, effectivement. Ouais, voilà. Il peut y c'est avoir important de faire du sport quand on est sous pression. Donc je ne suis pas médecin, en résumé. Non, vous n'êtes qu'ingénieur, mais ce n'est Voilà. pas bien grave. Bon, les concours se passent, j'atterris dans une école qui est les super-héros à Toulouse, d'abord parce que j'étais intéressé par les résultats des concours, évidemment, par l'aéronautique, et également parce qu'à Toulouse, on est quand même dans la patrie du rugby, également. Donc tout ça se conjuguait assez bien. Ouais. Et ça m'a permis de jouer au Stade Toulousain, qui est un grand club de rugby quand même. J'étais junior à l'époque encore. Les juniors étaient plus âgés que maintenant, probablement. Et tout a continué là. Et puis, au fond, les choses s'enchaînent. J'atterris à Super-Héros. Une année se déroule. Et au bout de quelques mois dans cette année, je me dis, mais au fond, dans 2 ans, tu sors de l'école, pépère, qu'est-ce que tu vas faire ? Question. Et puis je réfléchis, je fais mon tour, je vais quand même voir mon père, je lui en reparle, et puis de fil en aiguille, il a été très surpris que je fasse maths spé déjà, donc il me dit, bon, au fond, peut-être que tu pourrais réfléchir à entrer au service de l'État. Donc je regardais. Ça m'a semblé assez intelligent ce qu'il faisait, les projets auxquels il était mêlé, qu'il conduisait d'ailleurs pour une grande partie. Et donc ça m'a incité à passer le concours d'ingénieur de l'armement, ce que je suis devenu du premier coup. Et donc j'ai continué ma scolarité à Super-Héros, non plus en tant qu'élève civil, mais qu'élève ingénieur militaire. Voilà. Et c'était l'entrée dans la DGA en fait. Voilà. C'est déjà à ce moment-là où vous pénétrez dans la DGA. Exactement. Eh bien, on arrive à la fin de cette première partie et ça tombe très bien parce que vous avez fini vos études et on va vous suivre sur l'aspect plus opérationnel de votre carrière. À tout de suite. Donc vous voilà Laurent, diplômé, vous avez intégré la DGA, il se passe quoi ? Eh bien, je rejoins Bordeaux, l'atelier industriel de l'aéronautique qui fait de la réparation de moteurs d'avion. Je rejoins Bordeaux en grande partie parce que je voulais jouer à Bègles. Ah oui, toujours le rugby qui vient s'interposer dans votre vie professionnelle. Ça s'est un peu interposé. J'ai joué à Bègles, du coup, un petit peu, à un niveau qui était vraiment l'extrême limite de ce que je pouvais atteindre. Et puis, cette affectation m'a permis de découvrir la vie industrielle, la CGT, les syndicats, le monde ouvrier qui est quand même assez lointain des études supérieures et des écoles d'ingénieurs. Et donc ça a été extrêmement enrichissant de ce point de vue-là. J'y suis resté 2 ans et demi. Et je rejoins après des services techniques parisiens pour m'occuper de télécommunications, de systèmes d'information divers, de sécurité de l'information, donc des choses qui sont encore d'actualité aujourd'hui, quelque part. Avec des supérieurs qui sont de très grande qualité. Des bons mentors. Je rencontre à cette occasion-là quelqu'un qui aura une grande influence sur ma vie professionnelle, qui s'appelle Jacques Bousquet, qui était directeur adjoint du service, et qui était un homme avec des qualités remarquables de vision, de bon sens, qui m'a inculqué. J'avais un chef direct qui s'appelait Michel Scheller, qui était très très bien aussi, d'un autre modèle, avec un entre-genre politique certain, lui. Et donc, je découvre la vie de directeur de programme également. On conduit des projets, on est prié de les faire aboutir. On est responsable du financement, du calendrier, du respect des spécifications techniques de ce qu'il faut réaliser. Donc, on apprend les responsabilités, quelque part. Et ça a été mais c'est stressant, quand même. Pas du tout. Pas du tout, parce que vous n'êtes pas stressé, si je comprends bien. Mais c'est stressant. Le costume est lourd à porter, vous avez une responsabilité au niveau des résultats. Le costume est parfois un peu encombrant, mais moi, je n'ai jamais ressenti un stress tout à fait particulier à titre personnel. J'aime bien faire porter le stress sur les autres. Donc ça,
ma caractéristique probablement, mais c'est dans ce sens-là que je le vois. Et au fond, si on vous donne des responsabilités, c'est que vous les méritez probablement. J'ai encore confiance dans le système et sa capacité à choisir les individus de la manière correcte pour que les choses se passent correctement. Donc pour que ça se passe correctement, il faut que la personne soit compétente, tienne son rôle et qu'elle mérite votre confiance. La confiance, c'est quelque chose qui est extrêmement important et qui se partage quelque part entre, on peut dire le manager, le manager en français moderne, ou les personnes tout simplement, je crois. Et donc on avance dans votre carrière et là vous continuez à gravir les échelons de la DGA. Oui, mais enfin, je fais un détour par le cabinet de la ministre qui s'appelait André Giraud. C'est la première cohabitation. Je vois assez vite ce qu'est la cohabitation politique, hein. Les prémices de ce qu'on vit aujourd'hui à l'Assemblée nationale, par exemple. Bon, c'est une expérience qui vous a plu? Ce qui m'a beaucoup plu, c'est la fréquentation du personnage d'André Giraud, qui était un type assez imbuvable d'un certain point de vue, mais d'une force de caractère absolument incroyable. Que vous avez réussi à canaliser, ouais. Malgré sa personnalité difficile, oui. Il m'avait à la bonne, je crois. Et vous avez à la bonne, il vous respectait, il avait confiance en vous, j'imagine. Voilà. Je rejoins ensuite les services habituels de la DGA, où je m'occupe d'un programme d'armement nucléaire, ce qui est un truc tout à fait sérieux, là aussi, en la matière. Oui, c'est les programmes d'armement nucléaire aéroportés, donc ça inclut l'adaptation des avions Mirage 2000 et Mirage 4 et autres, à l'emport de l'arme nucléaire, qui est un missile de courte portée, de quelques centaines de kilomètres, et qui est un armement réputé très stratégique, mais qui est quelque chose de tout à fait sérieux du point de vue de l'emploi potentiel qu'on peut en faire, puisqu'il n'y a pas d'emploi réel en principe dans les armes nucléaires. Là aussi, c'est une notion de responsabilité qui est très très forte. La caractéristique du nucléaire, c'est qu'on a toujours été à l'heure dans la mise en service des programmes, on a toujours respecté les spécifications et depuis 1964, il n'y a jamais eu de défaillance à aucun titre dans le système global de dissuasion nucléaire français. Voilà. Donc quand vous participez à ça, vous êtes quand même investi d'une mission qui est prenante, pas stressante, parce que je vous ai dit que j'étais assez peu stressé de ce point de vue-là, mais passionnante, qui vous permet de mesurer le niveau de vos responsabilités quand même, tout à fait. Voilà. Et ça vous plaisait Ah oui, tout à fait. Cette carrière, elle serait à refaire, vous la referiez? Ah moi, j'ai aucun doute là-dessus. Ouais. Aucun doute. Est-ce que vous avez J'ai fait le bon choix. Hein. Vous avez fait oui, vous avez fait le bon choix. C'est merveilleux de se retourner sur sa vie professionnelle et de se dire qu'on a fait les bons choix. Est-ce que vous avez eu des échecs pendant cette période-là, même si c'est un sujet... Les échecs sont venus un tout petit peu plus tard. Il y a eu quand j'étais délégué général pour le moment, un épisode assez douloureux qui est un échec de missiles balistiques, le M51. On a raté un tir d'essai, et ça n'arrive pas tous les jours. Un tir d'essai depuis un bateau, c'est-à-dire que le bateau, après un entretien, le bateau c'est le sous-marin nucléaire, lanceur d'engins, après un entretien majeur, pour son acceptation au service, fait le tir d'un missile balistique, qui va quelque part se jeter dans l'Atlantique, évidemment sans arme nucléaire. Et ce tir a raté. Donc on a passé un certain temps à analyser ce qui s'était passé, essayer d'en tirer les leçons, mettre en place les mesures correctives, et tout ça prend beaucoup de temps et très difficile parce que ce sont des choses qui sont compliquées au plan technique. Vous êtes un petit peu stressé là quand même quand... Non, parce qu'il faut simplement dérouler, son plan d'action, son plan d'analyse avec la rigueur voulue, c'est tout. Je crois que vous avez compris avec le temps ce qui s'était passé, vous avez pu réparer... On a pu réparer les choses. J'avais retrouvé d'ailleurs à cette occasion-là en face de moi un complice que j'ai nommé au début de notre entretien, qui était Marouane Laoud, qui est toujours Marouane Laoud d'ailleurs, et qui m'a permis de mettre en œuvre du côté industriel, cette fois du côté d'Airbus, un certain nombre de mesures qui étaient nécessaires également. Donc on a abouti à une situation qui a été corrigée. Les tirs d'essai ont pu recommencer avec une fiabilité de nouveau démontrée. Voilà. Laurent, vous êtes un manager comment?
comment vous pourriez vous décrire? Parce qu'on sent une exigence, mais au-delà de ça. L'exigence, elle est assez simple. Je vivais dans un monde où il y avait une proportion d'ingénieurs considérable, d'abord. Donc ce sont des gens éduqués, qui viennent dans le milieu de la DGA, je l'espère au moins, pour la qualité des projets qui leur sont confiés et le sens du service de l'État. À l'intérieur de cette population, il y a différentes strates, dont une strate qui est celle des ingénieurs de l'armement, qui pense être le noyau dur et le noyau d'élite de la DGA. Donc je suis extrêmement exigeant avec ces gens-là. Vous pensez être les meilleurs, montrez-le. Ils sont des égaux en plus. Oui, ils sont des égaux. Et vous le montrez? J'ai bien aussi. Ah oui, ils vous ont montré ce qu'ils étaient capables de faire? Pour la plupart, oui. Ouais. Pour la plupart, oui. Mais vous savez, c'est une société. Donc on retrouve dans la société la même proportion de cons qu'ailleurs. Grosso modo, il y en a certains dont vous ne pouvez pas tirer grand-chose, ou moi c'est ce que vous en pensez. Et donc on a parfois des endroits qui sont des endroits un peu spécialisés dans le parquage d'individus dont l'utilité n'est pas totalement démontrée, au moins dans le milieu professionnel qui est le leur à ce moment-là. Donc Laurent, il y a une question qui me taraude. Je voudrais savoir si, dans votre carrière, vous avez travaillé en grande proximité avec des femmes au sein de l'armée. Et on va reprendre ça tout de suite à la séquence suivante. Bon, Laurent, vous n'êtes pas qu'un grand sportif et un homme emblématique professionnellement, vous êtes aussi un mari et un papa. Ce rôle de mari, vous pensez que vous avez été un bon époux, que vous êtes encore un bon époux? Alors, pour dire un tout petit mot sur ma vie privée, d'abord, je me suis marié extrêmement tard, donc nous avions 35 ans. Oui, on peut dire que c'est pas si jeune. Ouais. Donc, c'est pas très jeune, donc on savait parfaitement ce qu'on voulait. Donc, les choses étaient préparées, quelque part, et donc se sont déroulées comme c'était à peu près prévu, jusqu'au moment où la maladie de ma femme, qui était diabétique, très profondément l'a rattrapée, et c'est ce qui a causé d'ailleurs son décès. Voilà, et pendant toute cette période, nous avons été extrêmement heureux, et avec un équilibre savant, mais bien. Elle était un havre de paix que vous retrouviez le soir après des journées compliquées. Absolument. C'était important pour vous, ça, j'imagine. C'est fondamental. Je n'ai jamais raté un dîner en famille. Vous n'avez jamais raté un dîner en famille? Sauf pendant les voyages professionnels ou des choses comme ça, mais... Donc ça m'amène à parler de la famille, donc de vos enfants. Vous êtes un papa... J'ai une fille qui compte beaucoup, effectivement. D'autant plus que maintenant, il y a des petits-enfants par derrière. Donc ça, et vous êtes grand-père aussi. C'est fondamental. Je crois que j'ai été exigeant sur un point, c'est le respect, donc la politesse, la ponctualité, un certain nombre de choses comme ça, et par ailleurs assez coulant sur le fait de leur laisser faire ce qu'ils voulaient. Bon, tant en termes de loisirs, elle voulait faire du cheval, elle a fait de l'équitation, beaucoup, en s'y passionnant, d'ailleurs, autant que j'étais passionné par le rugby, quelque part, donc c'est pas mal. Autant du côté scolaire, où, au fond, c'est pas les résultats qui m'apportaient le plus, c'était le fait qu'elle choisisse l'option la voie qu'elle voulait suivre de manière libre, sans déroger outre mesure. Donc pas n'importe quoi, mais quelque chose qui lui allait bien. Ça les rend des jaloux parce qu'on a l'impression qu'on n'avait pas de défaut. Ah si, il y a des moments... Un petit avant de se quitter je suis capable de piquer des quintes monumentales. Des grosses colères? Ouais, surtout devant des industriels. Ah, il vaut mieux pas. Je dois confesser qu'il y a une part de théâtre, parfois. Ah, d'accord. C'est-à-dire que vous voulez créer une impression forte pour jouer sur ce... Mais il paraît que ça marche. Ça marche. Bon, mais en tout cas, merci pour cet entretien extrêmement sympathique et de nous avoir un petit peu éclairé sur ce monde de la défense, comme je disais tout à l'heure. Un monde qui vaut le coup. Qui vaut le coup, ouais, sans jeu de mots. Merci. Merci à vous. Donc Laurent, vous savez que quand vous venez à cette émission, on va parler des femmes dans le monde de l'entreprise et aujourd'hui, on va plus particulièrement parler des femmes dans le secteur de la défense. Est-ce que vous avez travaillé avec... Oui,
La des réponse est oui. collaboratrices. Dans la proportion qui est possible, si vous voulez. La DGA, c'est un métier d'ingénieur pour l'essentiel, donc on retrouve dans la DGA à peu près la même proportion de femmes que celle qui est présente dans les écoles d'ingénieurs. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est un milieu... 30%? 25%. 25%. 25%. Ce qui est peu, mais on peut remonter aux antécédents. Les antécédents, c'est les études scientifiques, la manière dont elles se méfient des classes préparatoires, la manière dont elles intègrent les écoles d'ingénieurs, donc c'est ça. Donc, il n'y a absolument aucune différence, vu de moi, entre une femme et un homme dans le métier tel qu'il se pratique à la DGA. Au contraire, elles apportent une dose de raison, de placidité, qui est probablement liée au fait qu'elles ont des contraintes personnelles at home, si je puis dire, qui sont... Elles sont multitâches. Elles sont multitâches, donc à organiser, parfois plus que les hommes. Enfin, je pense même plus que les hommes. Et donc, avec une manière d'appréhender les problèmes qui est très positive. Donc, j'ai connu d'abord la première femme ingénieure de l'armement, qui était Edwige Bonneville, qui a dû rentrer à l'école polytechnique en 1973, si je me souviens bien. Ensuite, un certain nombre de noms me viennent à l'esprit. Le premier, c'est celui de Caroline Laurent, qui était une spécialiste du spatial. Le deuxième, elles ont le même âge à peu près. Monique Legrand-Laroche, les deux ont été 4 étoiles. Je les ai fait nommer 4 étoiles quand j'étais à la tête de la DGA. Donc je les ai fait progresser, je les ai montrés à la face du monde du ministère de la Défense que ces femmes étaient de qualité et qu'elles méritaient les 4 étoiles. Vous avez mesuré la complémentarité de la juxtaposition des genres? Ah oui. Parce qu'on ne réfléchit pas de la même façon. Mais... Pas du tout. Non, mais c'est ce que je vous ai dit, elles n'ont pas la même approche des problèmes. Et donc, il y a des manières de s'organiser qui peuvent être différentes en fonction de la question qui vous est posée, du problème que vous avez à traiter. Ça, c'est parfaitement évident. Et vous trouviez que les hommes les accueillaient bien? Oui, il y a un immense respect. Il y a un respect. Oui, c'est ça qui est important. Et... Tout à fait. D'abord parce que, assez souvent, ils ont fréquenté les mêmes bancs d'école, donc les choses sont connues. Et aussi parce que la DGA est un milieu assez strict, austère, même par certains côtés, mais qui impose d'avoir une certaine tenue. Donc les gens ont de la tenue. Et les femmes qui nous regardent aujourd'hui, qu'est-ce que vous pourriez leur donner comme conseil pour qu'elles... Faites des études scientifiques, faites des écoles d'ingénieurs, venez chez nous. La défense a besoin de vous. C'est clair. Au moins, le message est passé. Voilà, ça, je crois que on ne peut pas espérer prospérer convenablement si on n'a pas dans les effectifs une proportion de femmes qui est représentative de ce qu'elles sont dans la nation d'une manière générale. Et donc on se coupe de recrutements qui sont absolument indispensables quelque part. C'est aussi simple que ça. Et comment vous expliquez qu'il y a aussi peu de femmes ingénieurs? Qu'est-ce qui fait que c'est une filière qui n'a pas su les attirer? Je crois que je ne peux rien. C'est un problème d'enseignement général, tout simplement. Parce qu'on les voit dans d'autres filières scientifiques. Quand elles font des études scientifiques, elles sont aussi bonnes que les autres, et même parfois meilleures, évidemment. Pourquoi est-ce qu'elles ne prennent pas cette filière? Je crois que c'est vraiment une question clé, mais qui relève de l'éducation nationale bien davantage que du ministère de la Défense, quelque part. En tout cas, on entend votre appel. Ah oui, mais je crois qu'on en a absolument besoin. J'en ai vu plein dans l'industrie aussi qui étaient extrêmement performantes. Enfin, et c'est un diplôme qui donne lieu à des carrières absolument passionnantes. Oui, avec en plus, si vous voulez, dans le milieu qui est celui de la défense, et peut-être plus généralement du fonctionnariat, en tout cas, un accès au grade ou aux responsabilités qui est exactement le même, et ça implique également un accès aux rémunérations qui est exactement le même, ce qui n'est pas nécessairement le cas dans tous les secteurs de la vie professionnelle. Laurent, vous avez été le conseiller d'André Giraud, ministre de la Défense entre 85 et 88. Est-ce que vous auriez aimé être ministre de la Défense vous-même? Surtout pas. Beaucoup trop de contraintes. Beaucoup trop de contraintes. Oui, contraintes protocolaires qui sont immenses et pesantes, je trouve. Donc vous aviez beaucoup plus de liberté à votre fonction. Je pense que ma liberté intellectuelle et d'action était peut-être plus grande que celle du ministre à l'arrivée. Et c'est ça dont vous avez besoin, et c'est ça qui vous nourrit. Oui. Bon, bien sûr, le ministre décide.
Oui, mais Il décide ce qu'on lui propose. sous votre impulsion. Il décide ce qu'on lui propose. Il ne faut pas le dire trop fort, mais voilà. Et ce qui est important, au fond, c'est d'avoir la confiance du ministre et que cette confiance soit réciproque. C'est avoir confiance en son ministre également. Et vous continuez aujourd'hui d'avoir un regard affûté sur ce qui se passe dans le monde au niveau je continue militaire, je regarde de très près ce qui se passe dans le monde de la défense. Je continue d'être impliqué dans des aventures industrielles très liées à la défense, de moindre importance que celles que j'ai pu connaître, mais qui sont tout à fait motivantes en tout cas, et qui tiennent compte de l'évolution générale des technologies, de l'évolution générale des modes de combat, même tout simplement. Missiles, drones, cybersécurité, des choses comme ça. Ah oui, en un siècle, on a fait des pas de géants. Et aujourd'hui, dans cette période géopolitiquement un petit peu anxiogène, quel est un petit peu votre sentiment? Vous êtes serein, inquiet? Moi, je suis très peu confiant. Très peu confiant sur la possibilité d'assister à un apaisement généralisé rapidement. En tout cas, je ne vois pas ça du tout comme ça. Pour la France, je pense que ce n'est pas une situation extrêmement critique, dans la mesure où nous sommes une puissance dotée, comme l'on dit, c'est-à-dire une puissance avec l'arme nucléaire. Nous sommes dans une situation où il me paraît difficile de considérer que l'Ukraine est un enjeu vital pour la France. Donc, l'équilibre de la dissuasion se passera. Je ne sais pas très bien ce qui va se passer en Ukraine, mais je ne pense pas que c'est des conséquences extrêmement sévères au plan militaire pour la France. Je n'y crois pas. Je pense que le président russe a ses propres modes de fonctionnement, mais il a également ses propres limites, quelque part. Il sait très bien ce qu'il veut et ce qu'il ne veut pas. Un conseil peut-être à donner à des membres du gouvernement qui pourraient visionner cette interview? Faites tout ce que vous pouvez en faveur de l'industrie d'armement. C'est un moteur absolument essentiel dans le pays. Et aujourd'hui, on parle de très loin, on parle d'efforts de guerre, d'économie de guerre, de reconstitution d'un certain nombre de capacités stratégiques. Cet effort vient à peine d'être entamé, il faut absolument le poursuivre en l'accroissant. Alors je sais bien que dans les circonstances budgétaires actuelles, c'est très difficile à entendre, mais c'est indispensable. Sinon, on retombe dans ce qu'on a connu avant la Seconde Guerre mondiale. Je vous renvoie au livre de Marc Bloch, voilà, tout simplement. Ça sera la fin de ce chapitre. Merci Lucie. Merci de nous avoir suivis pour l'émission Introspection. Nous nous retrouverons pour la prochaine interview avec une autre personnalité dans le secteur de la défense qui est Marwan Laoud. À bientôt.